Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le premier vendredi du mois. C'est l'occasion de retrouver les équipes de Clartan Associés pour l'analyse d'un cas d'investissement. Le cas qui nous occupe aujourd'hui est celui d'Elis et c'est Thibaut Dupavillon qui vient nous le présenter, associé et gérant financier chez Clartan Associés. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler d'Elis, donc la blanchisserie industrielle qui est dans le quotidien quand même de beaucoup de Français. Parce que c'est une marque qu'on connaît, on voit passer les véhicules Elis. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'histoire d'Elis ? Alors, l'histoire boursière d'Elis est assez récente, mais l'histoire de l'entreprise Elis est beaucoup plus vieille et c'est au départ, comme parfois ou comme souvent, une entreprise familiale. Oui, effectivement, ça remonte à la fin du 19e. L'entreprise a été fondée en 1883. Elle s'appelait alors les Grandes Blanchisseries de Pantin. Et elle est restée dans une même famille pendant 3 générations. A été vendue à un fonds d'investissement en 1997. Il y a eu 2 LBO successifs. Ouais. Et finalement, introduction en bourse en 2015. Et alors, l'entreprise est connue, c'est peut-être un peu anecdotique, parce qu'elle s'est notamment occupée de blanchir le linge américain après la libération. C'était le fait de gloire à l'époque d'Elis, semble-t-il. Semble-t-il. En tout cas, un gros marché. Bien sûr. Et donc là, ça a été le début de l'aventure, effectivement. Que représente Elis aujourd'hui, si on prend peut-être quelques mesures de résultats, d'activité, de chiffre d'affaires? Que pèse cette entreprise aujourd'hui? Alors, juste pour situer un peu l'entreprise, Elis, c'est le leader de la blanchisserie industrielle, tant en Europe, incontestablement, qu'en Amérique latine. Pour avoir quelques chiffres et se rendre compte de ce que c'est, ils vont faire cette année en gros 4,3 milliards de chiffre d'affaires. Ils pèsent un petit peu moins en bourse. Ils sont présents dans 29 pays. 90% de l'activité est faite en Europe, 10% en Amérique latine. Ils emploient plus de 50 000 personnes et les exploitent dans les 400 sites et blanchisseries industrielles. Vous voyez, c'est pas un petit acteur. Non. Ce qui est fascinant aussi, c'est que ils ont inventé un modèle. C'est un modèle totalement intégré, notamment du point de vue vertical. Eux-mêmes conçoivent les linges qu'ils vendent ou qu'ils louent d'ailleurs aux entreprises, aux industriels, aux industries avec lesquelles ils travaillent. Alors justement, c'est intéressant parce que je ne soupçonnais pas non plus avant de connaître cette société il y a une dizaine d'années. Ils vont sélectionner la fibre, faire tisser les tissus, faire appel à leur bureau de design qui est dans les pays nordiques et faire confectionner ensuite les vêtements de travail, donc des uniformes, et ce qu'on appelle le linge plat. Alors, le linge plat, c'est tout ce qui est drap, nappe, serviettes, housses de couette, et j'en passe. Voilà. Ouais. Et alors, ils ont, là où ils sont vraiment illustrés, c'est dans l'entre-deux-guerres, parce qu'ils ont créé leur métier qui n'existait pas à l'époque. Leur métier, c'est la location entretien de linge, c'est-à-dire que tout ça le linge, les vêtements de travail n'appartiennent pas aux clients. Elis les fournit, gère la logistique, gère l'entretien et gère le réassort. Et parfois, je pense surtout au linge plat, ce linge est mutualisé. Vous pouvez trouver les mêmes draps dans un hôtel A ou B, peu importe, parce que c'est standard. Comment fonctionne le modèle d'affaires de l'entreprise? Quels sont les principaux secteurs qu'ils adressent? Quels sont les principaux pays également dans lesquels ils sont présents aujourd'hui, Thibaut? Alors, s'il y a une chose qui caractérise le modèle d'affaires d'Elis, c'est un modèle d'affaires extrêmement résilient parce que les contrats sont pluriannuels. En général, c'est 4 ans. Ils sont présents donc, dans 29 pays. Alors, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est la Scandinavie jusqu'à l'Italie et puis de l'Espagne jusqu'à la Pologne. Donc c'est assez vaste. Ils sont présents dans un certain nombre de secteurs, des secteurs très variés. Donc ça, on passe par l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. On parlait tout à l'heure de Motors Disc. Oui, bien sûr. L'industrie pharmaceutique, la grande distribution, le facility management, la restauration collective, évidemment la santé, et puis l'hôtellerie-restauration, évidemment. Ce qui est fascinant aussi, alors, dans l'invention du métier, c'est qu'ils ont
Et c'est pour ça que je dis, c'est une entreprise de quotidien, parce que les camions hélices, je veux dire, il suffit d'habiter dans une ville normale, on les voit passer peut-être toutes les semaines ou tous les jours. C'est difficile à les rater. Évidemment. Et quand on est dans une entreprise, quel que soit le secteur, on a l'habitude de voir le camion hélice garé en bas de son entreprise. Et surtout, l'atout clé d'Hélice, qui est le chauffeur livreur du camion, bien sûr, qui est aussi le premier commercial de l'entreprise. Et ça permet d'avoir... C'est une entreprise qui est très bien gérée, ils sont très attachés aux détails et la qualité d'exécution. Et donc, le commercial va pouvoir entretenir un lien très étroit avec le client, essayer d'anticiper ses besoins, voir ce qui pourrait ne pas aller, et faire du cross-selling. Donc, par exemple, ils commercialisent des fontaines à eau. Ils s'occupent de l'hygiène dans les entreprises. Ils vont proposer des opérations de nettoyage. De nettoyage quand vous tuez les cafards. Oui, de désinfection. D'accord, désinfection. D'accord. Je comprends. Mais ça, c'est le livreur qui est en première ligne de cette force de vente. Il est en première ligne et il est aussi, bien évidemment, incité financièrement à le faire. Des primes qui sont généreuses. Dans ce modèle d'affaires, il y a également une stratégie de croissance externe. Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité, justement, de la croissance externe d'Hélice et de ce que ces opérations d'acquisition ont apporté au groupe tel qu'il est construit aujourd'hui? Alors, la stratégie, elle est fondée, le modèle d'affaires la rentabilité d'Hélice, elle tient à des effets d'échelle. Vous gagnez de l'argent, je réponds à votre question, mais... bien sûr, j'entends. C'est bien le contexte. Vous gagnez de l'argent quand vous avez une grande densité, un grand maillage géographique, et quand vous avez des parts de marché qui sont importantes, et quand ça s'est associé avec un très bon service. Donc quand Hélice s'installe dans un pays, alors... On reviendra après, mais quand il s'installe dans son pays, il va essayer très vite de constituer un leader. Donc soit il rachète un acteur qui est déjà présent dans le top 3, soit il le bâtit très vite à coup d'acquisition. Et après, il va dérouler la pelote dans des petites acquisitions ici et là. Alors, c'est assez frappant parce que c'est une chose qu'ils ont bien réussi, mais parmi tant d'autres, depuis une quinzaine d'années, c'est le développement international. L'international, c'était 20% des ventes en 2008. Au moment de l'introduction en bourse, c'était 50%. Et on est aujourd'hui à un peu plus des 2/3. Avec des pays phares comme la France, qui représentent un tiers de l'activité. En termes de part de marché, pour que vous ayez un ordre de grandeur aussi, parce que ça dit que la rentabilité, en France, ils ont 50% de part de marché. Je ne soupçonnais pas avant de connaître ce dossier. Dans les pays nordiques également, ils sont leaders de très loin au Brésil. Ils sont aussi leaders à la péninsule ibérique. En fait, sur 75% de leur activité, ils sont numéro 1. Et les acquisitions, effectivement, il y a la politique d'acquisition, il y a un vrai savoir-faire qui s'est installé de ce point de vue-là. Il y a un vrai savoir-faire parce que, alors, ça tient, je pense, à l'entreprise tout entière et aussi la personnalité du dirigeant, Xavier Martiré, qui est dans la boutique depuis 23 ans, qui a commencé par directeur de centre. Et quand on parle avec le management des différentes acquisitions, il y en a une très importante qui a eu lieu en 2017, peut-être qu'on pourra dire un mot dessus. Ce sont des gens qui descendent vraiment dans le détail. Et il y avait un détail qui m'est marqué, que je trouvais intéressant. Quand ils ont fait une acquisition, quand ils sont implantés au Brésil, ils se sont rendus compte que l'entreprise rachetée, qui était présente uniquement dans la santé, logeait des puces dans les draps pour pouvoir évaluer d'un seul coup de capteurs, de scan, le nombre de draps dans un casier. Et pour qu'il n'y ait pas de contestation possible ou pas de malentendu avec le client. Et ils se sont dit, c'est formidable, on va essayer de dupliquer ça, c'est une édition du COMEX de 2018, on va dupliquer ça aux autres pays et aussi aux vêtements de travail. Alors, le vêtement de travail, vous comprenez que ça a vraiment un sens, il ne faut pas que vous trouviez avec mon costume, mais inversement. Voilà. 2017, donc, c'est quoi l'acquisition structurante? C'est l'acquisition d'un acteur... anglo-danois, qui s'appelait Berensen. Et à cette occasion-là, Hélice va doubler de taille. Il va doubler de taille, ça va passer par une grosse mise à niveau, tant d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue industriel. Et heureusement, tout ça avait été bouclé fin 2019, avant le Covid. Oui, d'accord. Donc c'est ça, dans la séquence IPO 2015, c'est ça, l'acquisition 2017, bouclée juste avant le Covid. Qu'est-ce que le Covid a changé ou pas au dossier Hélice? On imagine que c'est une entreprise, les entreprises ferment, etc. Alors ça a dû être évidemment un moment important.
Alors, heureusement, ils avaient une activité qui est une clientèle extrêmement variée, parce que en fait, il y a en gros 4 quarts dans l'activité. Il y a l'industrie, il y a les commerces et services, il y a la santé, et puis l'hôtellerie-restauration. Et vous vous souvenez qu'en 2020, les restaurants n'étaient pas accessibles ou fermés, même chose pour les hôtels. Et donc, ça aura coûté sur ce segment-là 50% de leur activité. Donc, l'activité a baissé de 13% globalement, mais en fait, les autres secteurs, les autres segments sont restés à peu près globalement à flot. Ouais. Et tout ça en maintenant une marge d'EBITDA à un haut niveau à 34%. Donc c'est vraiment un tour de force. Spectaculaire. Et alors, au-delà de ça, et c'est pour préparer l'avenir, parce que 2020 c'est derrière nous, là où ils se sont différenciés, où ils étaient remarquables, c'est par la continuité des services. Et donc, ils ont continué à assurer leur service, leur livraison, leur collecte, alors que de petits acteurs ne sont pas arrivés à le faire. Et ça a permis de gagner des parts de marché et de renforcer leur image, qui est déjà très bonne. Alors, pour donner un ordre de grandeur, quand vous comparez les chiffres d'affaires entre 2019 et 2022, le chiffre d'affaires croît 30%, l'EBITDA 30% et le REX de 45%. Voilà. Bon, il y a un effet prix aussi qui aide, mais ça ne nuit pas. Ah ouais. Il nous reste 30 secondes pour que vous nous expliquiez ce qui vous intéresse aujourd'hui en 2023 dans le cas d'investissement Elis. Je vais essayer d'être rapide. Ouais. En 2 mots, comme les acquisitions sont terminées, les grosses acquisitions sont terminées, on va avoir une montée des marges. Parce que les acquisitions restantes étaient dilutives sur la marge, donc ça croissait notamment en France, dans les pays d'exploitation anciennes. Donc augmentation de la marge très sensible, avec des gains de productivité. Augmentation à une croissance organique qui sera plus dynamique que par le passé. Et puis, ça, c'est pas neutre, une baisse du levier très sensible. Ah, oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, ils seront investment grade. Donc, vous financez entre 150 et 200 points de base en moins. Vous avez une capacité à rémunérer davantage les actionnaires, que ce soit par dividende ou par achat de titres. Ils ne sont pas tellement exprimés sur le sujet, mais ils communiquent beaucoup sur leur dette. Et surtout, il y a un changement de statut. Même si ce sont des business où vous pouvez fonctionner avec un niveau de dette très important, 4 ou 5 fois, dans l'esprit du marché, c'était trop lourd et donc l'entreprise était à risque. Donc là, si vous cumulez la baisse du levier financier, la croissance des bénéfices et une meilleure rentabilité, la croissance du chiffre d'affaires et une meilleure rentabilité, il y a un cocktail qui est assez explosif. Pour l'actionnaire. Oui. Merci beaucoup Thibault. Merci d'être venu nous apporter quelques clés de lecture de ce cas d'investissement Elis, le leader des blanchisseries, de la blanchisserie industrielle. Thibault Dupavillon qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, associé et gérant financier chez Clartan Associés.